Une ferme, c'était tout un poème. Oui, par exemple. Par exemple, Kernotirio, là, qui est là devant nous. Bien, Kernotirio, ça veut dire les beaux hôtels. Kernotirio vient la ville des hôtels, parce qu'il y avait une chapelle là, la chapelle Saint-Magloire. Oui. Et Saint-Magloire, quand la chapelle est tombée, a été recueillie par M. Vandeville dans ce bijou de moulin là. Il a le trône là, encore, un vieux saint de bois. Oui. Eh bien, Kernotirio, c'est déjà tout le titre d'un poème, si vous voulez. Oui. Eh bien, tous les chants, c'était comme, chacun, c'était comme un vers du poème. Oui, comme un jardin. Oui, ils avaient tous des noms. Mais maintenant, puisqu'on a abattu des talus, il y a 3, 4, 5 chants dans le même chant. Allez chercher leurs noms maintenant parmi tout ça. Ce sont des enfants perdus un peu. Oui, ma foi. Et qu'il y avait des jolis noms aussi. Oui. Et le village de Trégrom là-haut, c'est comme une... comment vous le... Comme une poussinière, là, comme une poule et ses poussins. Comme si l'église était la poule et les maisons qui sont... Il n'y a pas de grandes maisons, qui sont toutes à peu près de la même taille ou presque, comme les poussins autour de leur mère. Là. Vos champs, ils avaient tous un nom? Ils ont tous un nom. Ils ont tous un nom. Tous Par exemple, celui-là, il s'appelle Poulanco Bras. Poulanco. Poulanco, oui. Ça veut dire Poulanco. quoi? Eh bien, poule, c'est une mare, si vous voulez, un bas-fond, comme ça. Poule, oui. Poulanco. Et ça doit être une construction de poule lonco. Islong, c'est abîme. Oui. Poule, comme si c'était un abîme, quoi. Oui. Poule, Poulanco. Une un mare ravin. dans l'abîme. Oui. La mare dans l'abîme. Oui, Poulanco. Alors... Et celui qui est plus bas, c'est Poulanco Bien, parce qu'il est plus petit. Et celui-ci, c'est Lonnekvien, c'est la petite lande, là. La petite lande. La petite lande, oui. Alors vous connaissiez tous vos champs et vous les connaissez toujours? Mais certainement. Je ne suis pas comme les gens qui viennent là maintenant au moulin, qui achètent des terres comme ça quand ils trouvent, qu'ils appellent le 715 ou le 730 ou le 301 ou par leur nom de cadastre. Ça, c'est bête, ça. Et justement, nommer quelque chose, c'était le connaître, non? Oui, certainement. C'était comme un personnage. Quand vous avez dit le nom, vous voyez tout de suite la figure de la personne. Quand je dis par Kreuz, je sais que c'est un champ de blé, parce qu'il y a plein de blé dedans cette année. Pas. Oui. Oui. Ah oui, c'est comme appeler des enfants ou les nommer. Oui, Pargendrill, parce que ça, c'était un champ qui avait été coupé en deux. Quand on avait fait le partage des terres, là, à l'époque de Napoléon, autrefois, on ne divisait pas tellement la terre, c'était à l'aîné que la terre appartenait, pour ainsi dire. Mais après, chacun avait son lot. Alors, quand le père n'avait pas beaucoup de champs, il fallait qu'il partage ses champs en deux, quelquefois. Alors, ces champs-là n'ont pas de talus. Ces champs-là ont un treillage, une haie, comme ça, entre les deux. Et alors, les deux parcelles s'appellent Pargendrill, parce qu'une haie, c'est une drill. Il y a deux champs côte à côte là, qui s'appellent tous les deux Pargendrill, parce qu'il y a une haie entre les deux. Oui. Vous aimez la terre, vous, pourquoi au fond, profondément? Je ne pourrais pas le dire, je suis née là, j'ai toujours vécu là, ça fait partie de moi-même. Ça fait partie de moi-même. Mais oui, j'ai mes racines là quand même, oui. Celui qui n'a pas de terre n'a pas de racines nulle part. C'est votre devise, ça, oui. Un peu, oui. Oui, certainement. Puis c'est la terre de mes ancêtres. Mon père a peigné dessus. Et moi, je peigne depuis aussi. Mais ça ne vous fait rien, justement, de peiner. Vous êtes... non. Oh non, je m'en voudrais de ne pas faire, par exemple. Ah non. Ah non. Ah non. Il ne faut pas lésiner sur sa peine à propos de la terre. Hein. Non. Parce que la terre, eh bien, elle rend à mesure qu'on lui donne. Si. Elle rend. Vous voyez bien que ce n'est pas de la très bonne terre. Elle est toute en pente, difficile à travailler. Oui. Mais, enfin, elle m'a permis de subsister quand même tout le temps. C'est la seule chose pour laquelle il vaille la peine de vivre et de mourir. Je crois. Toujours.
Si on revient au Trégor comme ça, le caractère, c'est quoi ici? Il y a un côté... Oh, un côté pince sans rire quelquefois. Ça. Oui, Oui. par exemple. Vous voyez comme ça des petites anecdotes qui arrivaient aux gens ou des petites moqueries ou des... Oui, mais on n'est pas méchant quand même. Oui, On n'est pas méchant. c'était quoi, un caractère? C'est surtout sur les étrangers que tombe notre petite malice. Oui, par exemple. Oui. Bien, voilà, je sais pas, on les adopte pas tout de suite comme ça. Oui. Est-ce que vous sentez que vous êtes compris? Oh, non, je sais très bien que je ne suis pas comprise. Je sais très bien que je ne suis pas comprise. Si, par un petit nombre, mais ça m'est égal. Parfaitement égal, du moment que je me comprends moi-même. Une journée comme ça, par exemple, pour vous, c'est quoi? Vous vous levez assez tôt? Est-ce que vous pouvez me le raconter? À l'Angélus, toujours à peu près à l'Angélus. Enfin, quelquefois avant l'été, quand j'étais plus jeune, il y a une vingtaine d'années, j'avais déjà cherché une charretée de trèfle avant l'Angélus, pendant l'été. Faucher, chercher avec ma jument une charretée de trèfle avant l'Angélus. Et alors, quand j'arrivais au champ, je regardais un petit peu partout pour voir quelle cheminée fumait. Alors, où je ne voyais pas de cheminée fumée, c'était des paresseux. Ils ne se levaient pas assez tôt. Oui. Il n'y avait pas encore de feu. Oui, mais ça c'était du temps que ma mère était vieille et ma mère ne dormait pas bien du tout la nuit. Elle dormait seulement le matin. Alors pour ne pas rester faire du bruit autour de la maison, j'allais au champ chercher ma charretée de trèfle pendant qu'elle dormait encore le matin tôt. C'est ça. Oui. Et après, alors... La journée commençait. Oui, et c'était quoi? Les bêtes? Ah oui, les bêtes, traire les vaches d'abord. Elle leur donnait à manger, les cochons, les poules, tout. Et puis faire le déjeuner. Je servais toujours ma mère dans son lit, les 10 dernières années toujours. Parce qu'elle était maladive. Elle avait besoin de ménagement. Et l'après-midi, c'est quels travaux? L'après-midi, ça se passait toujours au champ alors. Toujours? Oh oui. Vers le petit déjeuner de 9h ou 9h30, enfin 10h, là, alors tout le ménage et les bêtes devaient être soignés. Alors on allait au champ jusqu'à midi. Et après à midi, on mangeait, on donnait à manger aux bêtes. Et tout l'après-midi se passait au champ. Vers le soir, alors on soignait encore les bêtes. On participait aux travaux dès le plus jeune âge, pour ainsi dire. Moi je me rappelle très bien, moi je coupais du blé avant d'aller à l'école. Oui, on me donnait une petite faucille, use, une toute petite. Mais on m'avait fait croire que c'était la faucille de mon grand-père. Comme si mon grand-père, qui était un homme de forte taille et d'une grande force musculaire, n'aurait jamais travaillé avec ce petit outil. Mais je croyais ça. C'était sacré, la faucille de mon grand-père qui m'était confiée. Oula. Oui, et vous coupiez le blé? Oui, mais ça ne coupait pas trop parce qu'il ne fallait pas que ça coupe à cause du danger de couper mes doigts. Oui. On ne l'aiguisait pas trop. Mais elle coupait ras quand même, elle coupait encore plus ras que les autres parce qu'elle arrachait les Au lieu de couper, elle les arrachait. Oui. Et comme ça, vous appreniez tous les noms d'arbres. Avant d'aller à l'école, vous saviez le nom des choses? Oui, avant d'aller à l'école. Oui, certainement. Oui. Ou moi et les autres enfants. Oui. Oui. Vous n'imaginez pas ne pas savoir les noms de tous les arbres? Non, moi je trouve ça drôle. Des gens qui ne connaissent pas le nom des arbres. Oui. Par exemple, pourquoi? Je crois qu'ils devraient apprendre ça quand même. Le nom des plantes, le nom des arbres. Mais comment ne leur apprend-on pas des choses comme ça à l'école donc? On leur apprend un tas de choses inutiles, inutiles dans la vie ensuite. Moi, je trouve que c'est bête ça. Mais une jeune fille me demandait encore, c'est pas cette année, mais l'année avant, c'est pas la dernière moisson, la moisson avant. Une jeune fille de 18 ans qui était chez nous le jour du battage, une demoiselle de la ville. Et elle prenait du grain de froment, du grain de blé comme ça dans sa main et me demandait, mais c'est quoi ça? C'est pour faire quoi ça? Elle mangeait du pain depuis 18 ans, elle ne savait pas avec quoi il était fait. Elle ne savait pas que le pain était fait avec du froment.
Moi, je trouvais ça, enfin, de quoi tomber. Vous voyez, il y a des gens qui ne savent pas avec quoi c'est fait le pain. Mais le blé, c'était sacré autrefois pour les vieux. Oui. Le jour du battage, il fallait être pieds nus sur l'air. On n'avait pas du temps qu'on battait aux petites machines, là aussi. Le blé tombait directement sur l'air, comme ça, on les ramassait sur des toiles pour les mettre dans les granges, et puis on ventilait ça au petit tarare après. Mais il fallait être nu-pied. Parce que si on marchait avec des sabres sur du grain, si on voyait un grain de blé écrasé comme ça, vous attrapiez une gifle avec des vieux, vous savez. Oui, oui. Et puis un autre, un artiste pourtant, un artiste peintre, qui passait par un champ de betteraves là, et qui me demandait comme ça, mais qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces betteraves, de toutes ces salades? N'allez tout de même pas manger toutes ces salades toute seule. C'était un champ de betteraves. Je ne connaissais pas. Une autre dame qui me disait, en traversant un champ d'avoine, l'avoine presque mûre, et les balles étaient déjà écartées au grand soleil, comme ça, le grain était déjà presque noir, un champ d'avoine, prêt à couper dans une huitaine de jours après. Elle me disait comme ça, oh, quel champ de blé noir. Oui. Oui, c'était du blé noir, c'était de l'avoine. Oui. Oui. Et ça vous paraît drôle? Mais oui, certainement. Ça me paraît drôle. Et le blé noir, on n'en fait plus? Non, pas ici, non. Pourquoi? Oh, ça ne rapportait pas beaucoup. C'est une culture qui ne payait pas. Oui. Et puis c'est très difficile à battre à la batteuse. Autrefois, on les battait au fléau. Il y avait des équipes de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, ça dépendait. Oui. Mais ça, c'est pas facile à attraper. Alors c'était comment, par Donc, exemple, à quand deux? il y avait Oui. deux, bien il y avait deux, tac, 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 tac. Parce qu'il y avait toujours, il y avait toujours un arrêt entre chaque équipe, quoi. Il y avait toujours un moment d'arrêt, un petit moment. Quand il y avait trois, alors, tac, 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 tac. Et quand il y avait quatre, alors, tac, 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 tac. Il y avait cinq, alors, tac, 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 tac. Il y en avait six, là, c'était par trois. Tac, 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 tac. Quand il y avait huit, alors, tac, 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 tac. Oui, c'était une musique de oui, travail. Oui, mais le bruit du fléau sur l'air, c'est pas comme je dis, moi. Oui. Enfin, c'était ce rythme-là. C'est ça. Oui. Et il n'y le avait jamais fléau... deux coups qui tombaient ensemble. Jamais. Ah non, non. Et il y avait un certain moment d'arrêt quand tous les coups étaient tombés. Oui. Et mon grand-père était très fort. Il coupait en deux un balai de bouleau posé sur l'air comme ça avec un coup de fléau. Il coupait en deux. Un balai de boulot. Donc il ne faisait pas semblant de frapper. Ça, c'était la force de frappe, alors. Oui, oui. Oui. Mon domaine n'est pas grand, mais moi, je le trouve assez grand. Oui. Quand il faut travailler dessus, oui, sûrement. Oui. Et puis, je suis heureuse de l'avoir maintenant, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir, l'été surtout, et des jeunes et des moins jeunes, et qui aiment venir gambader comme ça, chercher des noisettes, chercher des châtaignes, chercher des prunelles, chercher des jonquilles, ou bien des blissigos marins, des chatons de saule, ou des chatons de... Enfin, ou bien même des feuilles mortes, ou des petites fleurs des champs, n'importe quoi, et qui se font un délice là, parce qu'ils sont là comme chez eux, je leur dis, faites comme chez vous, là. Ce sont un peu mes enfants, tous les jeunes qui viennent me voir comme ça. On est ici alors en plein Trégor, hein? Ah oui, on est en plein Trégor. Et comment vous expliqueriez le Trégor à quelqu'un qui ne le connaît pas, qui ne le verra jamais? Ben, il y a des plis, des plis et des replis. C'est un pays tout en plis et en replis. Il est coupé, entrecoupé de vallées et puis de collines. Oui. De bois et puis de péniplaines et beaucoup de rivières. Il y a le Froudic qui se jette dans le Léguerre, justement, où il y avait ces ruines de couvent de Templiers, là. Oui. Le Froudic, et qui est déjà divisé en deux, plus haut là-bas, le Froud et le Froudic.
c'est-à-dire le Froud, ça veut dire murmure. Oui. Et le Froudik, c'est encore un ruisseau plus petit qui murmure encore plus bas. C'est un pays caché, un pays un peu secret. C'est un pays secret, oui. C'est un Oui. pays mystérieux. Oui. On ne voit pas beaucoup de choses au loin. C'est pas comme le Léon qui est plat et découvert. Ça. Oui. Tout est caché un peu. Mais enfin, oui, il faut les découvrir petit à petit à mesure qu'on va comme ça. Oh, tout me plaît. Les bois surtout, ça me ferait très grand mal si on rasait tout ce bois-là, tous ces talus-là. Oui. Si je ne voyais plus qu'une espèce de désert là devant moi, ce serait plus la même chose du tout. Vous vous trouvez bien bretonne, justement, je crois. Oui, je suis bretonne, certainement. Et c'est quoi être bretonne? C'est une charge? C'est difficile à définir, vous savez. Oui. Dans mon jeune âge, j'ai été élevée en bretonne avec du breton parmi des paysans. Et après, une fois arrivée à l'école, on m'a fait parler français, presque de force, comme ça, écrire tout en français. Et puis on ne trouvait rien, il n'y avait pas de livre breton. On m'a dit il fallait apprendre le français pour essayer de savoir ce qu'il y avait de ces sacrés livres-là. Autrement, je n'aurais jamais su. Oui. Et puis on nous défendait de parler breton à l'école. Oui. Ah oui, on nous défendait de parler breton. Dans certaines écoles même, il y avait un bout de bois qu'on mettait au cou aux enfants qu'on attrapait à parler breton. On appelait ça la vache. Moi, j'avais 2 rivières à traverser pour aller à l'école, le Froudik et puis le Liger, puisque j'allais par la traverse, ça va. Moi, je leur donnais à boire à la vache. Et on allait à l'école à quel âge? Oh, ça dépend, 6, 7 ans. Mais moi, j'avais 8 ans parce que j'avais eu une maladie des os. Entre 6 et 7 ans, je n'avais pas fait un pas. Alors, j'étais tard à commencer à aller à l'école. Oui. Je me suis sentie comme exilée toujours pendant mes années d'école. Pourquoi? Bien, j'étais pas à la maison, j'étais pas chez moi, il fallait parler français. Et quand on me fait faire quelque chose de force, il n'y a rien à faire avec moi, vous savez. Oui. Ah non. On m'a fait apprendre cette langue-là de force. Alors, je crois que c'est exprès que je l'ai mal apprise. Tous les jeunes sont entichés de breton maintenant. Oui. Et vous ressentez ça? Vous d'ici, vous sentez que ça bouge? Oui, je le constate, certainement. Oui. Parce que je suis en relation avec beaucoup de jeunes étudiants. Oui. On me voit des étudiants pendant les vacances de l'université. Oui, ils viennent apprendre ici. Les Irlandais aussi. J'ai eu un Irlandais l'année dernière. Oui. Et ça vous fait plaisir que là, au fond du hameau, là, vous viennent des gens. Oui, c'est pas vous qui allez. Ah non. Non. On me trouve quand même. Les gens vous trouvent, c'est ça? Comme une vieille fontaine. Comme on va à une vieille fontaine. C'est un certain retour aux sources. Les jeunes, maintenant, contactent beaucoup les vieux, comme ça, pour essayer d'en tirer des vieilles choses d'autrefois, qu'ils ne trouvent pas dans les livres. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une langue menacée ou que c'est une langue qui est très vivante encore? Oh, elle n'a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Le breton n'a jamais été aussi beau qu'il est aujourd'hui, aussi riche. Oh, mais on trouve presque à chaque ligne ou à chaque page, au moins vous trouvez un mot nouveau, un mot charmant, un mot gentil, un mot que vous avez entendu des vieux il y a 50 ans dire et que vous n'entendez plus les jeunes dire. Alors ça vous fait plaisir de le retrouver dans une page écrite. Et vous avez la sensation là justement d'exister mieux, ça vous plaît, elle vous permet... Elle est toute ma vie. Elle est toute ma vie. Je serais morte, je crois, depuis longtemps, si je n'avais pas eu ce breton-là. Enfin, j'ai la sensation que je suis encore utile à quelque chose. Pourquoi? Vous pouviez douter de ça ou... Ma foi, oui, quand j'ai perdu le dernier de mes parents, je me demandais à quoi je pouvais encore servir sur la terre. Ici, c'est un hameau de combien de personnes? Ah, en ce moment, il n'y a plus que 3 personnes. Et dans mon jeune âge, et plus tard aussi, il y avait 31 personnes ici. En 5 fermes, il y avait 5 Il y avait 5 fermes? Oui, une réputée grande, elle n'était pas tellement grande, mais c'était la plus grande. Il y avait une famille nombreuse, et puis il y avait d'autres plus petites. Oui. Mais la grande a absorbé toutes les autres, excepté la mienne. Jusqu'à ce jour, toujours. Oui, mais là, vous tenez, là, comme ça. Ah oui, je résiste.
Vous résistez, Ah, vous... je fais la guerre sur tous les fronts, c'est ma devise. Ah, c'est ça votre devise? C'est ma devise depuis peut-être 50 ans. Oui. Et qu'est-ce qu'elle a, cette terre ici, qui vous enchante? Bien, c'est un bien de famille qui Oui. passe de génération en ligne féminine. Dans ma famille depuis je ne sais combien de temps. Ah, en ligne féminine? Oui, toujours. Jusqu'ici. Oui. Après moi, il n'y aura plus personne. Et il fait partie de moi-même. C'est presque comme un second corps, ça. Un second corps? Ma foi, oui. Mais comme on est attaché, comment? Vous savez que tous les gens n'ont pas la même sensibilité que ça. Comment on peut expliquer à des gens... Je dialogue avec la terre. Je dialogue avec la terre. Tout le monde ne comprend pas la terre, vous savez. Oui, par exemple. Ah non. C'est quoi pour vous, justement? C'est... C'est ma nourricière d'abord. Oui. Je suis faite de sa substance. Puisque je suis née là, je n'ai jamais quitté ce coin-là. Qu'est-ce qui vous attache comme ça? Les moindres choses, j'imagine. Oh, tout. Tout. Les arbres, les bêtes, les gens aussi. Quoi qu'ils changent de temps en temps autour de moi, mais on s'habitue aux voisins. Oui. Oui, tout. C'est un milieu, quoi. C'est mon milieu, c'est mon élément. Je suis là comme un poisson dans l'eau. Oui. On ne la travaille plus avec le même amour qu'autrefois. Oh non, elle devient une sorte d'industrie maintenant. Parce que le métier de cultivateur, c'est pas un métier, c'est pas une profession, c'est une vocation. Bien, le gémage se pratique dans les Landes sur les pins. On tire la gomme ou la térébenthine, le colophane, on appelle ça, je crois, le colophane. Oui, la résine, oui. Bien. Alors, on tire un peu tous les ans et on laisse l'arbre reprendre vie. Mais quand l'arbre est devenu très vieux, alors on le gemme, on fait une fente beaucoup plus longue, on tire alors tout le reste de ces... ça s'appelle le gémage à mort. Et maintenant, je crois qu'on est à ce point-là avec la terre. On veut en tirer tout de suite tout ce qu'il peut retenir dans son sein. Tandis qu'autrefois, on ne lui demandait pas plus qu'il ne pouvait donner. Puis que les talus devaient être entretenus en état de défense contre les bestiaux. Parce qu'il n'y avait pas d'autres clôtures. C'était les talus qui faisaient la clôture. Oui. Ils devaient être entretenus à hauteur, enfin, capable de garder le bétail, oui. Oui, oui. Tandis que maintenant, on rase tout. On fait un désert. Ça va devenir un Sahara bientôt. Et oui, elle n'est plus regardée avec respect du tout. C'est une sorte de prostitution. On en tire tout le bénéfice qu'on peut sans aucun respect. Le feu, c'est Ou quoi? bien le feu, c'est la vie dans la maison. Moi, je ne pouvais pas vivre dans une maison où il n'y aurait pas de feu dans le foyer. Il y a justement une espèce de proverbe qui dit « Les 3 choses les plus tristes de la terre. Tristan 3 dragen aan door. Een het heeft taan, een dool heeft bara, en een tier heeft groei. » C'est-à-dire un foyer sans feu, une table sans pain et une maison sans femme. Ce sont les 3 choses les plus tristes qu'on puisse trouver sur la terre. Et c'est aussi un proverbe un peu... Ah oui, d'ici. oui, c'est un proverbe, oui. D'ici. Oui, une triade. On appelle une triade. Oui, autrefois, on faisait les chansons très très longues parce qu'on on chantait aux veillées. Et comme les veillées étaient des veillées laborieuses, tout le monde travaillait. Alors le chanteur, il avait beau jeu, on l'écoutait quand même. Oui. Il était le roi de Oui, oui. la veillée. Si on parlait aussi de ce qui n'était pas un métier, mais d'une chose qui nous ramène au conte, les gens qui allaient en pèlerinage par délégation. Ah oui. Racontez-moi ça. Oh, comment je vous raconterai ça? J'ai connu un couple toujours. On l'appelait Pochon. Le bonhomme s'appelait Pochon et sa femme c'était Soas Pochon. Elle était laveuse, mais à l'occasion, elle allait comme ça en pèlerinage aussi. Mais lui, le bonhomme, il était presque toujours en route comme ça. Là. Par bon et par beau, en chemin. Alors ça se passait comment? Bien, quand on avait des gens ou des bêtes malades,
Quand c'était trop loin, qu'on n'avait pas le temps d'aller ou qu'on n'était pas bon marcheur. Et puis c'était plus chanceux d'envoyer un pauvre que d'aller soi-même. Et on le payait comment? On lui donnait... Oh, je ne me rappelle pas. On lui donnait un peu de monnaie et puis souvent on le payait en nature. Oui. Des pommes de terre ou du pain ou du lard surtout. Mhm. Oui. Et puis on lui donnait des provisions pour faire sa route quand il allait loin. C'est ça. Oui. Le soir de la Saint-Jean, le 23 au soir. Vous avez peut-être remarqué les deux grands chênes là, qui ont peut-être 1000 ans. Mhm. Peut-être pas, mais oui, peut-être bien. Oui. Là, oui. Il y avait un grand feu là. Mais de ce temps-là, on était nombreux au hameau, vous savez. Et c'était une fête en perspective. Oh, 6 semaines avant, on était déjà à traîner des fagots et des épines et des fourches de ronces et tout ça. Il y avait un grand tas d'ajoncs, de toutes sortes, tout ce qui pouvait brûler. Oui, c'est ça. Oh oui. Et alors? Il y avait alors, après le souper, c'était le grand feu alors. Mais c'était le doyen du hameau qui allumait le feu, le bonhomme le plus vieux du hameau, qui arrivait avec sa petite torche de paille là, et puis ses allumettes, et qui se mettait un genou à terre et fourrait son bouchon de paille en dessous, et puis une allumette, et puis ça commençait à flamber. Et les gens arrivaient, parce que c'était pas encore assez d'avoir tout ce tas de broussailles là, il fallait encore que chacun amène son fagot. Celui qui venait sans son fagot, on lui mettait le doigt au feu en arrivant. Ah, oui. C'était le gage. Oui. Oh, mais ça faisait une belle lumière, vous savez. On voyait le ciel s'ouvrir et puis des étincelles. Oui. Ça craquait, mais ça chauffait. Il fallait se reculer quand ça commençait à chauffer. Et alors, on dansait, on chantait, qu'est-ce qui se passait? Oui, mais on regardait quand le feu était bien pris, on se mettait sur un talus, parce que c'est toujours sur des hauteurs qu'on faisait Et alors on comptait les feux tout alentour. On voyait des feux jusqu'à Plounévé, à Trégrom, à Plusunette, un peu partout dans la région. Les enfants comptaient les feux, on voyait jusqu'à 20, 30, plus, comme ça, des feux partout dans la région. Et puis alors, quand le feu diminuait un petit peu, les bonnes gens s'assoyaient, puis on racontait des histoires et des nouvelles. Oui. Oui, chacun y allait de son petit récit. Et les enfants jouaient à cache-cache et criaient et s'amusaient. Et puis quelquefois, il y avait aussi quelqu'un qui venait avec un vieil accordéon et on dansait un peu aussi. Oui. On ne sautait pas au-dessus des flammes. Ah si, mais alors il fallait que le feu baisse beaucoup. Alors on sautait par-dessus les flammes comme ça. Oui. Et puis il y en avait qui faisaient enflammer leur fagot au bout de la fourche et qui le levaient comme ça là, en haut, et qui faisaient des rigodons, des signaux aux autres feux. Les autres feux répondaient aussi. C'était le 22, je crois. C'était le solstice d'été, finalement. Oui, le 22 c'est ça. juin. C'est à cause du soleil, ça, Oui, le feu. Mais après, on a substitué des pratiques chrétiennes. Alors, c'était la fête de Saint-Jean. Oui. On a reculé d'un jour ou deux. Alors, la fête. Et puis, avant de partir, alors, on disait, tout le monde se mettait à genoux et on disait les prières du soir. Alors, oui. Le tison de la Saint-Jean, c'était quoi? Eh bien, c'était un bout de bois, moitié brûlé, comme ça. La plupart du temps, c'était de l'épine noire. Oui. Parce que ça se conserve longtemps. Oui. Et on le mettait de côté. Et on le mettait dans le feu, alors, quand il y avait du tonnerre. Oui, à chaque orage... Ah oui, quand le tonnerre menaçait, quand il était proche, quand ça craquait bien, oui. Et vous aviez peur de l'orage? Ah oui, quand j'étais petite, j'avais peur de l'orage. Oui. 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 Est-ce qu'on racontait beaucoup d'histoires de revenants aux enfants ou des... Oui, on racontait des histoires de revenants et puis des bêtes fabuleuses, des choses comme ça. Mais je crois qu'on disait ça aux enfants pour les faire rentrer avant la nuit, pour qu'ils ne restent pas galvaudés dans les chemins trop tard. Oui. Il y avait une bête fabuleuse. On l'appelait Varkaswielen. Je ne sais pas quel nom ça peut être en français, ça. Varkaswielen. Varkaswielen. Oui, c'est jaune. Oui, mais enfin, Varkas, c'est pas. Varkas. Oui.
Et elle avait une queue, 6 straten de 6 ugen ben niet lost, à 6 straten in Poptrons. Oui, ça fait pas mal Hein? de pieds, tout ça. Oui, 6 straten de 6 ugen. Ça fait 147 pieds dans sa queue. Et il y avait 7 pieds dans chaque spirale de sa queue. Oui, oui. Et alors, quand tu ramassais des gamins et des gamines la nuit, comme ça, dans sa queue, Oui, oui, il fallait rentrer avant qu'elle n'apparaisse. Ah, il ramassait comme ça ceux qui traînaient sur la route après l'Angélus. Parce que après, il y avait un proverbe qui disait Goede Angelus, ben je meestal dangerus. Après l'Angélus, il était dangereux de rester dehors. C'est ça. Oui. Ça faisait rentrer les gamins et les gamines. On vivait au fond alors sur le cycle du soleil finalement, oui, et la nuit marquait l'arrêt. Oui. Oh, pour moi, la nuit est bénéfique toujours, parce que c'est l'heure du repos. Oui. Oui. Oui, Un c'est peu le- mystérieuse quand même, ça. Un peu mystérieuse. Si on reparlait de l'âme celte, puisque vous dites, oh moi je n'ose pas parce que le celte ne dit pas ses sentiments, mais il y a aussi une communication avec le mystère qui est dans l'âme celte. Dites-moi Oui, ce que vous pensez. il est enclin au mystère. Vous vous estimez comme ça aussi? Ma foi, oui, je crois, un peu. On ne croit pas qu'on meurt définitivement à la mort. Mhm. Non. Un mort n'est pas mort. Ah non, un mort n'est pas mort pour nous. Il a changé de forme, il a changé de façon de vivre, mais il vit quand même. Nos morts ne meurent pas. Mhm. Ils sont toujours là. Oui. Dans un monde qui est peut-être très proche, mais invisible, Oui. mais qu'on sent quand même. Quand j'ai beaucoup de chagrin, quand je souffre beaucoup, bien, je prie quelquefois. Je prie Dieu certainement, mais je prie aussi les saints. Mais je prie surtout mes vieux parents, voyez-vous. Et ce sont eux qui me répondent encore le mieux. C'est d'eux que je reçois encore le plus de consolation dans mes souffrances. Donc, ceux qui sont vivants quelque part quand même. Est-ce que vous aimez le silence? Beaucoup. Beaucoup. D'abord, le silence à la campagne est relatif. Il y a toujours des bruits familiers. Il y a des oiseaux qui chantent, il y a le vent qui souffle dans les arbres, il y a la rivière toute proche qui murmure, il y a des petits ruisseaux, il y a des petits glou-glous de l'eau qui coule de la fontaine, il y a des meuglements de bêtes dans les champs, il y a des aboiements de chiens, il y a toutes sortes de bruits. On n'est jamais en plein silence. Mais il y a le silence. Je parle à mes chiens quand je n'ai pas d'interlocuteur valable autrement. Et vous leur parlez, vous leur dites, ils vous comprennent? Ah oui, ils semblent me comprendre. Quand je suis triste, ils sont tristes aussi. Et quand je suis de bonne humeur, ils combattent comme des fous. Je crois qu'on se comprend. Et les nuages. Les nuages, quand je n'ai pas d'autre chose à contempler, je regarde les nuages qui changent de forme et de couleur à chaque instant. Il y a des gens qui aiment le ciel clair et bleu. Moi, j'aime le ciel nuageux, le ciel gris, boité, le ciel bas, comme il y en a presque toujours en Bretagne. Oui. Et puis les couchers de soleil, alors. Ah, si j'avais le temps de les contempler. Seulement, Oui. Le coucher de soleil, c'est le moment des grands travaux du soir, de toutes les bêtes à soigner. Oui. Je me dérobe quelquefois quelques minutes pour le contempler quand même. Oui. Je crois que j'ai perdu une partie de mes forces depuis que je n'ai plus de chevaux. Oui. Ça, c'est une gloire pour le fermier. C'est une gloire d'avoir des bons chevaux. Il se faisait une gloire d'avoir des bons chevaux. Oh, mais il y avait une rivalité entre les fermiers qui auraient les plus beaux chevaux. Les chevaux se renouvelaient. Avant qu'une jument ait fini de travailler, on avait élevé une autre pouliche pour la remplacer. Mais maintenant, les tracteurs ne donnent pas de petits. Même quand on a un couple, de tracteurs. On ne fait pas de petits. Oui. Quand ils sont vieux, il faut les jeter à la ferraille et acheter des neufs. Oui, si j'étais plus jeune, j'aurais certainement fait de la culture biologique. Qu'est-ce que vous entendez par là?
bien la culture sans empoisonner la terre, pas des produits chimiques, pas des pesticides, des engrais minéraux et toutes sortes de saloperies qu'on emploie maintenant. Oui. Revenir à la méthode naturelle. Est-ce que vous regrettez quelque chose? Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de rêves, comme tout le monde, comme tous les jeunes, certainement. Oui. Mais je crois que si je les avais réalisés, je serais encore plus malheureuse qu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que... Ben, je crois que je suis restée à ma place toute ma vie. Oui, fidèle à moi-même, oui. Qu'est-ce que vous trouvez le plus important dans la vie? Le plus important, être libre. Le pain bien gagné craque mieux sous la dent. Gloire à qui mange libre, c'est l'indépendant, disait Lamartine. Oui. Être patron, être maître de son temps. Moi, j'ai du sang de patron. Petit patron, mais j'ai du sang de patron. Vous appelez ça comme ça? Oui. Je n'ai pas une âme servile. C'est vrai, je n'ai jamais servi non plus. J'ai servi mes parents parce que tant que mes parents vivaient, moi, je n'étais que la servante. Le plus difficile que j'ai trouvé quand je suis restée seule, il y aura 30 ans, le 4 avril, mon père est mort, 30 ans. Et ma mère est morte 10 ans après. Il y aura 20 ans au mois d'août qu'elle est morte. Et quand je suis restée seule, sur mon compte aussi, le plus difficile que j'ai trouvé à faire, c'était de mettre un journalier à son travail, quand j'avais un journalier. Je n'avais jamais commandé encore. Ma plus grande joie, c'est de voir réussir mes récoltes. Quand je vois un champ de blé bien réussi, là, je reste en contemplation devant lui. Oui. Oui. Pourquoi? Parce que vous sentez c'est vous et pas vous. Je sens que j'ai été de moitié avec le Créateur pour fabriquer ça. Oui. Je me demande qu'est-ce que la Terre va devenir dans une quinzaine d'années. Ceux qui sont maintenant dans leur splendeur sont déjà des vieillards dans 15 ans. Les vieux sont tous morts, et puisque parmi les jeunes, personne ne se décide à rester. Et vous vous êtes dit, moi je reste. Tant que le bon Dieu me laissera. Oui. Oui. Mais d'où vous est venue l'idée d'écrire, par exemple? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que j'avais tellement de plaisir à lire les revues bretonnes que je me suis dit, un jour, moi, quand même, moi je ne suis qu'un nourrisson. Je me nourris de tout ce que les autres écrivent et il faudrait que j'essaye d'écrire quelque chose moi-même aussi pour aider un peu. Parce que c'était tous des bénévoles, personne ne gagne absolument rien en écrivant en breton. Au contraire, on est encore obligé de payer la revue. Après que vous avez écrit la moitié de la revue, vous payez encore l'abonnement, puisqu'il n'y a pas assez de lecteurs pour payer, payer les frais d'imprimerie, d'impression. Il n'y a pas assez de tirage. Alors j'ai commencé à écrire, mais je faisais des fautes d'abord. Je lisais depuis toujours le breton, mais j'avais jamais essayé de l'écrire. Moi je croyais qu'on écrivait ça aussi facilement. Moi quand je lisais le breton, c'était pour savoir l'histoire, c'était pas pour savoir comment c'était écrit. Mais alors quand j'ai commencé à écrire, je n'allais pas vite. Et encore je faisais des fautes. Et puis j'avais ça de particulier, que les écrivains paysans sont extrêmement rares. Alors, personne ne parle de la vie des champs, pour ainsi dire. Je suis à peu près la seule à le faire dans les revues bretonnes. Ah bon? À peu près la seule. Oui, oui. Parce qu'il n'y a pas d'écrivain paysan. Il n'y a pas d'écrivain paysan. Je suis à peu près la seule.